Place à notre dossier du jour à présent sur une exposition qui se déroule à Paris au mémorial de la Shoah consacrée à la persécution des homosexuels et des lesbiennes dans l'Europe nazie. Et oui, c'est un sujet méconnu et longtemps ignoré puisqu'aucune exposition en France n'avait jusqu'à présent abordé ce sujet. Or, les homosexuels ont été, comme les juifs et de nombreuses catégories, stigmatisés et persécutés sous le Troisième Reich et les chiffres en témoignent. Près de 100 000 homosexuels ont été fichés par le régime nazi. La moitié environ a été condamnée. Entre 5 et 10 000 d'entre eux ont été envoyés dans les camps de concentration. Christophe Dard, vous avez préparé ce dossier. Nous allons parcourir avec vous cette exposition, mais d'abord, rappelons la situation des homosexuels avant l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933. Et au début du XXe siècle, dans les grandes capitales européennes, notamment Berlin et Paris, on peut parler de la naissance d'une culture homosexuelle avec l'émergence des premiers mouvements militants et la publication de journaux. Les homosexuels et les lesbiennes se réunissent dans des salons privés, des bars, des cabarets. Des auteurs affichent d'ailleurs ouvertement leur homosexualité, comme les écrivains André Gide, Colette en France ou encore Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, en Allemagne. Mais les préjugés homophobes restent vivaces, principalement dans les milieux médicaux et religieux. Les homosexuels et les lesbiennes sont vus comme des pervers dégénérescents qui corrompent la jeunesse. Le nazisme va consacrer et amplifier ce rejet des homosexuels. Et quelques mois après la prise de pouvoir de Hitler, l'Institut de sexologie à Berlin, dirigé par un sexologue du nom de Magnus Hirschfeld, juif et homosexuel, est attaqué et pillé par les nazis. On est là en mai 1933. Par chance, Hirschfeld, déjà agressé par les nazis par le passé, se trouve alors en voyage. Rapidement, les lieux de rencontre sont fermés, les journaux et les mouvements militants sont dissous. La répression est de plus en plus féroce. Pour les nazis, les homosexuels, bien trop nombreux, sont comme une maladie contagieuse qui va anéantir le peuple allemand. Des arrestations sont organisées. Certaines personnes sont internées dans des camps comme à Dachau pour être rééduquées. À leur sortie, certains intègrent d'ailleurs parfois la Wehrmacht. Pourtant, le nazisme est plutôt ambigu sur l'homosexualité. Beaucoup de cadres nazis sont en effet homosexuels, comme Ernest Röhm, le chef des SA, éliminé lors de la nuit des longs couteaux, c'était en 1934. Et l'idéal masculin de pureté, comme on voit dans la propagande nazie, n'est pas forcément des plus virils. Et Himmler, d'ailleurs, il a bien remarqué. Celui qui mettra en œuvre la Shoah déclare en 1937 qu'il y a un cas par mois d'homosexualité chez les SS et 8 à 10 cas par an. Il ajoute, je cite, « J'ai donc décidé que dans tous les cas, ces individus seront officiellement dégradés, exclus de la SS et traduits devant un tribunal. Après avoir purgé la peine infligée, ils seront internés sur mon ordre dans un camp de concentration et abattus pendant une tentative d'évasion. » Certains homosexuels choisissent de fuir alors ou contractent des mariages blancs pour ne pas éveiller les soupçons. Dans le même temps, la répression s'intensifie. À partir du 1er septembre 1935, le paragraphe 175 du Code pénal allemand est réécrit. Tout acte sexuel ou même toute expression de désir entre hommes tombe sous le coup de la loi, avec 10 ans de travaux forcés pour les cas les plus graves. Lors de l'invasion de la France en 1940, ce paragraphe sera d'ailleurs appliqué en Alsace-Moselle occupée. Un office central pour combattre l'homosexualité et l'avortement est mis sur pied en Allemagne en 1936. Les homosexuels sont enregistrés et fichés. La surveillance des lieux de rencontre est renforcée, les dénonciations encouragées. La période 1935-1939 correspond d'ailleurs à la plus forte période de répression homosexuelle en Allemagne entre les deux guerres, alors qu'entre 1919 et 1934, le nombre de personnes jugées pour homosexualité est en moyenne de 704. Il atteint 872 en 1934, 2121 en 1935 et plus de 5500 en 1936. Ce sont des chiffres de Florence Tamagne, historienne spécialiste de l'homosexualité, commissaire de l'exposition au mémorial de la Shoah. Et des homosexuels sont envoyés alors en hôpitaux psychiatriques, parfois euthanasiés. Ceux condamnés par les tribunaux militaires sont exécutés ou envoyés dans des missions suicides. Dans les camps, ils sont moins de 1% reconnaissables à leur triangle rose et endurent bien sûr des conditions inhumaines. Oui, le triangle rose qui est effectivement l'une des marques, et l'un de ces triangles, travaux épuisants dans des carrières d'argile et de torture. Ces détenus vivent l'enfer. Il semble également que la plupart des homosexuels présents dans le camp de Buchenwald aient été castrés, tandis que d'autres ont été utilisés pour des expériences médicales, notamment
notamment sur la fièvre typhoïde. Ils auraient été également à Dachau les sujets d'expérimentation médicale sur la malaria. En outre, les homosexuels sont isolés des autres détenus par crainte d'une contagion. Ils sont au plus bas d'ailleurs de la sinistre hiérarchie des camps, juste au-dessus des juifs. La nuit, ils doivent rester en chemise, les mains bien en évidence sur la couverture pour ne pas qu'ils prennent du plaisir, selon les mots des gardiens des camps. Par ailleurs, les autres détenus les assimilent aux capots qui extorquaient des faveurs sexuelles aux prisonniers. Ils sont donc totalement livrés à eux-mêmes et abandonnés. Les chiffres encore aujourd'hui sont par ailleurs assez flous. On évalue entre 5 000 et 10 000 le nombre d'homosexuels envoyés dans les camps de concentration. Beaucoup n'en reviendront pas, évidemment. Qu'en est-il pour les lesbiennes ? Eh bien, elles sont hors du champ de la loi, à condition toutefois d'être discrètes et de se conformer aux règles imposées. Mais dans certains territoires annexés par les nazis, comme en Autriche ou en Pologne, les condamnations sont nombreuses. Déportées, d'ailleurs, ces femmes n'étaient pas enregistrées comme homosexuelles, mais soit comme juives, asociales ou communistes. Alors, vous parliez de la Pologne, Christophe. Beaucoup d'homosexuels et de lesbiennes vont périr dans les camps de la mort et l'exposition au mémorial de la Shoah revient bien sûr sur certains de ces destins tragiques. Comme celui de Ewa Kociewer, née en Pologne. Elle a pour vrai nom Szała Zofkower et émigre à 21 ans à New York. C'est là qu'elle change de nom en Eve Adams. Elle y ouvre un salon, un café-salon littéraire qui devient un espace de liberté fréquenté par des femmes, notamment des lesbiennes. Alors les autorités bien sûr américaines en ont vent. Elles arrêtent Eve Adams, elles ferment le lieu sur le champ. Elle est reconnue coupable de turpitude morale. Eve Adams est condamnée puis expulsée en Pologne. Celle qui se fait alors appeler Ewa Kociewer vit à Paris dans les années 30. Elle se lie d'ailleurs avec Ela Holstein, une immigrée juive polonaise. En 1943, elles sont toutes deux arrêtées à Nice et puis déportées par le convoi 63 à Auschwitz, assassinées dès leur arrivée. Une histoire dramatique. En revanche, certaines femmes ont connu un parcours incroyable, comme celui de l'artiste juive Gertrude Sandman. Née dans une famille juive de Berlin, elle simule en 1942 un suicide et échappe ainsi à la déportation. Cet artiste peintre survit grâce à une famille communiste qui l'héberge à Berlin, puis grâce à son amante. Comme chez les hommes, des amitiés homosexuelles se tissent dans les camps. Dans l'ouvrage Das Maderkönester in Auschwitz en 1982, Fania Fénelon, qui fait partie de l'orchestre d'Auschwitz, il faudra d'ailleurs un jour qu'on en parle, c'est incroyable, ouais. Cette histoire de l'orchestre d'Auschwitz évoque une capo, la capo Hilde, triangle noir, qui vivait une relation avec une amie et qu'elle rencontra alors qu'elle était invitée à l'été 1944 à animer un bal de nuit dans le bloc des asociaux. En tout cas, la persécution et la déportation des homosexuels et des lesbiennes, on le disait en introduction, ont longtemps été ignorées. Ce n'est que grâce au mouvement de libération gay, finalement, et lesbien dans les années 70, que le sujet a commencé à être traité. Mais pourquoi alors aussi tard ? Tout simplement parce que, comme de nombreux rescapés de la Shoah, rares ont été les homosexuels et les lesbiennes qui ont survécu à avoir évoqué leur enfer. Certains l'ont fait beaucoup plus tard. Et le sujet, en plus, est abordé par des témoins qui évoquent la présence de triangles roses dans les camps dès 1946. Preuve que tout cela existe et que surtout, les témoignages étaient quand même déjà nombreux. Mais il faut dire aussi que les législations ont compliqué les choses, Ilana. Par exemple, après 1945, le fameux paragraphe 175 du code pénal allemand que vous citiez et qui criminalise les relations sexuelles entre hommes va rester en vigueur jusqu'en 1969 en RFA, après avoir été aboli l'année précédente en RDA. En France, le régime de Vichy introduisit pour la première fois, par ailleurs depuis la Révolution française, la pénalisation des relations homosexuelles. Ce n'est que depuis le 4 août 1982, grâce au projet de loi porté par le ministre de la Justice Robert Badinter, que l'homosexualité est dépénalisée. Et oui, jusqu'en 1982, c'était un crime en France. Comme le rappelle Jacques Frege, un directeur du mémorial de la Shoah, je cite, « Ce n'est que depuis quelques années qu'ont été publiées des recherches historiques de premier plan qui permettent d'en connaître davantage. » Et c'est le discours du Premier ministre Lionel Jospin en 2001 qui a permis d'initier le début d'une reconnaissance officielle de la déportation homosexuelle, bien entendu un peu tardivement. Ouais, et en Allemagne, il faudra attendre 2002 pour que le Bundestag, le Parlement, vote la réhabilitation des hommes condamnés durant la période nazie, permettant une indemnisation bien trop tardive pour les victimes. Merci Christophe Dard pour ce dossier donc, sur l'exposition homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie, à voir au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 2 janvier prochain, avec de nombreux documents inédits, des histoires incroyables, des visites guidées et gratuites ont par ailleurs lieu les 1er et 29 juillet et beaucoup d'événements prévus, notamment des projections de films
et des documentaires. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette page de l'histoire. Merci beaucoup Christophe Darimbier, que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo dès 9h sur notre page YouTube.